Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la notion de pH. Donc nous allons revoir un petit peu les bases, donc notamment la notion de pH et surtout ce qui est très important, l'autoprotolyse de l'eau. Alors l'eau, vous le savez, peut former des liaisons hydrogènes. Euh, donc au sein d'un fluide, d'un fluide composé d'eau, on va avoir des amas de molécules d'eau qui vont être reliées entre elles par des liaisons hydrogènes. D'autres amas aussi reliés avec des liaisons hydrogènes et des molécules enfin dites libres qui elles ne vont pas être reliées. Alors on va s'intéresser à deux de ces molécules. Alors d'abord une seule, donc reliée à rien du tout, et parmi toutes les autres molécules d'eau présentes, il peut arriver parfois qu'il y ait un choc entre ces deux molécules d'eau. Donc une deuxième molécule d'eau, voilà, une deuxième molécule d'eau arrive, c'est le choc. Et donc là, il peut se passer quelque chose. La molécule d'eau, formée de trois atomes, O et H, et on sait très très bien qu'au niveau de cette liaison-là, il y a une polarité. On a nos deux électrons partagés par cette liaison covalente qui se trouvent juste à côté de l'oxygène. Et donc, si le choc précédent a été suffisant, cette liaison peut se rompre, et du coup, on va avoir séparation entre ces deux atomes, l'oxygène qui vient de réellement gagner un électron, et l'hydrogène qui vient lui aussi de perdre réellement un électron. Donc on va avoir formation de deux ions, donc OH-, et ici l'hydrogène H+. Alors ici plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, le choc a été violent mais pas suffisant pour séparer réellement le O et le H qui restent avec le H. Donc premier cas de figure, ils vont se recoller, reformer une molécule d'eau. Ou alors, le choc a été suffisant, ces deux groupes sont séparés, et par contre, la molécule d'eau à l'origine du choc se trouve désormais assez proche de ce proton H+, et du coup, comme la molécule d'eau est une molécule polaire avec ici un pôle négatif et ici deux pôles positifs, cet ion-là positif va venir se fixer, donc se rapprocher du pôle négatif formé par la molécule d'eau. Et on va avoir en fait création d'anion O, H, ou plutôt H3O+. Et donc, voilà, le choc entre deux molécules d'eau va pouvoir provoquer l'apparition de deux nouveaux ions, HO-, H3O+. Donc, si ces deux-là, maintenant, vont ensemble, on va revenir à la configuration de départ, H2O ici. Donc, le fait que deux molécules d'eau se rencontrent peut amener la brisure d'une liaison OH et peut aboutir donc à la formation de deux ions qui eux-mêmes, par choc successif ou par nouveau choc, peuvent revenir au point de départ. Et ici, on a donc un cycle qui va se dérouler quasiment indéfiniment au sein des molécules d'eau et donc en fonction des chocs qu'il peut y avoir entre les molécules d'eau et dû à l'agitation thermique. Et donc, cet état de fait, cet équilibre, va être symbolisé de la manière suivante. Deux molécules d'eau peuvent donner les ions H3O+, et HO-, qui eux-mêmes peuvent revenir en arrière. Donc on a ce qu'on appelle une équation équilibrée, donc qui va dans les deux sens. D'accord ? Ce qui fait que dans un fluide donc composé d'eau, on n'a jamais 100% de molécules d'eau. On aura toujours ces deux ions qui vont apparaître et qui vont avoir pour effet que l'eau pure n'existe pas. Quelle que soit la technicité qu'on utilise, l'eau pure n'existe pas. Il y aura toujours présence de ces deux ions en son sein. Et du coup, le fait qu'on retrouve ces ions
dans l'eau, ça va avoir une importance par rapport au pH, parce qu'on va se rendre compte que par rapport à la quantité respective de ces deux ions, la notion d'acidité va apparaître. Et donc, on va arriver directement à la définition d'acidité. Donc, le pH va être défini comme moins log, donc log LOG, c'est ce qu'on appelle la fonction logarithme décimale, qui est une touche de votre calculatrice. Donc de la concentration des ions H3O+ en mol par litre. Donc le pH n'a pas d'unité, la concentration est en mol par litre. Et si jamais on veut faire le contraire, donc il y a aussi une fonction mathématique qui permet de faire l'inverse, la concentration des ions H3O+ va être donnée par 10 puissance moins pH. Donc ici, l'acidité est directement reliée au premier de ces deux ions H3O+. Donc si on regarde un petit peu l'échelle de pH, que quasiment tout le monde connaît, donc le pH dans l'eau est compris entre 0 et 14. On aura ce qu'on appelle une solution acide, donc un pH acide entre 0 et 7. À 7, une solution neutre. Et entre 7 et 14, une solution basique, donc un pH basique. Donc par rapport à ce pH, par rapport aux ions H3O+ qui la définissent, on peut définir un produit ionique, étant donné que H3O+, donc la concentration des ions H3O+, et la concentration des ions HO- sont forcément liés, vu que ces deux-là sont créés durant la même réaction. Donc ils sont créés dans la même réaction, il va y avoir une relation entre les deux. Cette relation va être liée par une constante, qu'on va appeler produit ionique de l'eau, donc KE, donc ça c'est un tiré, c'est pas un moins, qui va être égal à la concentration des ions H3O+, donc toujours en mol par litre, multiplié par la concentration des ions HO-, toujours en mol par litre. Et donc, ceci étant une constante, quand la concentration des ions H3O+ augmente, celle des ions HO- diminue, et inversement. Et à titre d'exemple, à 25 degrés, cette fameuse constante vaut 10 puissance moins 14. Et en règle générale, c'est plus ou moins la valeur de référence qu'on va prendre dans toutes les solutions. Alors, avec ce nouveau lien entre H3O+ et HO-, on peut modifier légèrement la formule du pH, donc qui par définition s'écrit moins log de H3O+. Mais si maintenant on introduit le KE, on va pouvoir exprimer H3O+ en fonction du KE et de HO-, et on va obtenir en fait moins log du rapport entre KE et HO-. Alors, petit rappel sur cette fameuse fonction logarithme, qui n'est, je vous le rappelle, qu'une touche de votre calculatrice, mais qui possède certaines propriétés. Donc, petit rappel là-dessus, si je prends le log d'un rapport, comme ici c'est le cas avec KE et HO-, eh bien en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir décomposer ce rapport en une différence de deux logs. Donc, le A qui était au numérateur passe devant, le B qui était au dénominateur passe derrière avec un moins. Et je vous invite à revoir votre cours sur les ondes sonores. Et du coup, si on applique cette propriété de la fonction logarithme au KE et HO-, donc pour l'instant on va laisser tomber le moins, on va avoir donc log de KE sur HO-, donc KE va passer devant log de KE, HO- va passer derrière avec un moins log de HO-. Et du coup, si je l'intègre avec le moins de tout à l'heure, le log de KE va donner moins 14 si je tape ça sur ma calculatrice, avec le moins plus 14. Et moins log de HO- avec le moins du pH va donner plus, ce qui fait qu'on va aboutir à la fin à une formule pH égale 14 plus log de HO-. Et du coup, on a une nouvelle formule qui utilise cette fois-ci les ions HO-. Et donc, on va voir le choix, suivant si dans la situation qu'on le considère, on a connaissance de la concentration des ions H3O+, on va utiliser cette formule. Ou, si on a connaissance des ions HO-, on va plutôt utiliser la deuxième avec le 14 plus log de HO-. Et ce qui fait que si on regarde le pH par rapport à ces deux concentrations, on se rend compte que chaque espèce, entre guillemets, a sa prédominance.
Par exemple, si je suis à pH 0, si j'utilise la formule avec les ions H3O+, 10 puissance moins pH, je me retrouve avec une concentration de H3O+ égale à 1 mol par litre. En utilisant le KE, celle des ions HO- vaut 10-14. Si j'avance, pH égale 3, donc toujours pareil, si je veux H3O+, 10 puissance moins pH, 10 puissance moins 3. En utilisant le KE, donc KE sur H3O+, sur H3O+ égale 10 moins 11. Si je continue, pH 7, donc pareil, la formule du pH me donne 10-7 pour H3O+, qui va me donner les ions HO- avec le KE, etc. Donc pareil pour 10, pareil pour 14. Et une chose particulière, c'est que donc quand on est en milieu acide, ou disons plus on est en milieu acide, et plus la concentration des ions H3O+ va augmenter, alors qu'en milieu basique, c'est exactement l'inverse, c'est la concentration des ions HO- qui augmente et celle des ions H3O+ qui diminue. Donc quelque part, si je veux essayer de résumer les choses, quand je suis en milieu acide, on va avoir beaucoup d'ions H3O+ par rapport aux ions HO-, et exactement l'inverse en milieu basique, beaucoup plus d'ions HO- que d'ions H3O+, ce qui fait qu'on peut définir l'ion H3O+ comme l'ion caractéristique d'un milieu acide, alors que les ions HO- seront caractéristiques d'un milieu basique. Maintenant qu'on a défini ça, comment va-t-on mesurer le pH? Donc tout d'abord, grâce à des indicateurs colorés. Indicateur coloré, c'est quoi? C'est une solution qui va changer de couleur en fonction du pH dans lequel elle se trouve. Alors, la difficulté étant que la couleur n'est pas donnée pour un pH fixe, mais pour une zone de pH. Par exemple, l'héliantine est rouge, donc entre un pH 0 et 3,1, va être orangé entre 3 et 1 et 4,4 et va devenir jaune après. BBT, on a jaune, une zone de virage entre 6 et 7,6 et bleu après, pareil pour la phénylphtaline. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vraiment une indication de pH, mais on a un encadrement. Par exemple, si je utilise la phénylphtaline et que j'ai une coloration rose, je sais que j'ai un pH supérieur à 10, entre 10 et 14, mais entre les deux, j'ai aucune idée de la vraie valeur. Donc j'ai une indication simplement d'une certaine zone. Si je veux être plus précis, il me faudra une autre méthode. Donc le papier pH. Alors, le papier pH, c'est quoi? C'est un papier buvard sur lequel on est venu déposer plusieurs indicateurs colorés. On a vaporisé plusieurs indicateurs colorés de manière à ce que leur couleur et donc leur zone de changement de couleur ne se chevauche pas trop et avoir un encadrement plus précis. Donc par exemple ici sur le papier pH qui est sur la vidéo, enfin qui est sur l'image, on voit qu'on a des indications de couleur pour des pH à une demi-unité près. Donc par exemple, je vais prendre mon papier pH, je vais déposer une goutte de ma solution dont je veux déterminer le pH. Le papier pH va changer de couleur et on n'aura plus qu'à comparer cette couleur-là au nuancier. Et donc ici, moi j'aurais tendance à dire qu'on est à pH 4, enfin pH 5. Donc j'ai une valeur de pH 5, mais pareil, au vu des couleurs, je ne peux pas être beaucoup plus précis, je peux dire que c'est entre 5,9 et 5 tout court, quoi. Donc j'ai gagné en précision par rapport à l'indicateur coloré, mais on peut encore être plus précis. Pour être plus précis, on va utiliser une méthode électrique avec le pH mètre. Alors le pH mètre, c'est quoi? C'est une sonde dans laquelle on va venir plonger, dans laquelle on va mettre la solution analysée, et au niveau de mon indicateur, au niveau de mon pH mètre lui-même, je vais avoir une indication à 10-2 près de la valeur du pH. Donc une sonde, le pH mètre, et dès que je plonge la sonde dans un milieu, j'ai une valeur du pH. Alors ça, c'est
un pH mètre, on va dire de laboratoire. Il y a la même chose pour aller sur le terrain. Alors la seule chose qu'il faut savoir par rapport au pH mètre, c'est qu'il va falloir l'étalonner, c'est-à-dire vérifier qu'il est bien réglé, c'est-à-dire le tremper dans 2 solutions de pH connues. Si la valeur lue est la même que celle auquel on s'entend, tout va bien. Par contre, si ce n'est pas la même, il va falloir modifier l'affichage avec un petit bouton de réglage, de manière à ce que la valeur lue sur le pH mètre corresponde à la valeur de la solution qu'on a utilisée. Donc voilà, j'en ai fini avec ce chapitre sur la notion de pH. J'espère que vous avez tout compris et que ça vous sera utile pour la suite. Au revoir.